Donc, bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Le Coin des juristes pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va procéder à la correction de l'examen des barreaux de 2022, le dernier examen qui s'est déroulé l'année dernière. Et comme vous le savez, c'était la première fois que l'examen des barreaux s'est présenté sous forme de questions à choix multiples de QCM. Et cette vidéo est dédiée à tous les étudiants qui sont en train de préparer pour l'examen des barreaux, les étudiants de la section française. Et nous allons corriger ensemble les QCM de la première épreuve écrite, à savoir l'épreuve relative aux questions liées au système judiciaire, aux procédures civiles et aux procédures et à la procédure pénale. Donc, on va commencer avec cette épreuve qui contient 80 questions à choix multiples. Tout d'abord, le premier conseil que j'aimerais vous donner, vu que c'est un système canadien, vu que les questions seront posées sous forme de système canadien, eh bien, faites attention de ne pas répondre aux questions si vous n'êtes pas sûr de la réponse. C'est-à-dire, il se peut que vous trouviez des questions dans lesquelles vous n'êtes pas assez sûr de la bonne réponse. Eh bien, vaut mieux ne pas répondre que de répondre et d'avoir moins 1. Donc, c'est le conseil majeur avec lequel je vais commencer. Et au fil des réponses, je vais essayer de vous conseiller un peu comment vous pourrez opérer par rapport à cet examen en souhaitant un très grand courage à tous nos futurs avocats. Donc, il y a 80 questions. On commence avec la question numéro 1. Donc, la question numéro 1, les tribunaux de première instance comprennent, choix 1, les sections des affaires de la famille, les sections de la justice de proximité, les sections des crimes financiers. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, la bonne réponse ici, c'est que les tribunaux de première instance comprennent les sections des affaires de la famille, les sections de justice de proximité. Pour les sections des crimes financiers, on peut dire qu'ils ne sont pas dans la composition du tribunal de première instance, mais plutôt dans la composition de la cour d'appel. Voilà, donc c'est l'idée. Et on peut dire que la réponse est évaluée conformément à la nouvelle loi, la loi 3815, mais il y a une petite remarque ici, puisque vu qu'il y a une nouvelle loi, la loi 3815, pour les sections de la justice de proximité, on ne les appelle plus sections. Aujourd'hui, on les appelle chambres selon la nouvelle loi 3815. Et je conseille tous les étudiants qui vont préparer pour l'examen des barreaux de bien analyser la loi 3815. Il n'y a pas de traduction officielle en langue française, il faut la maîtriser en langue arabe et faire la traduction. Donc la loi 3815 est importante lors de la préparation, il y aura beaucoup de questions concernant cette loi et il faut bien la réviser, bien la maîtriser, c'est une loi primordiale. Donc en fait, vu que l'examen s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de cette loi, eh bien ici, on pouvait cocher les deux premières réponses, à savoir les sections des affaires de la famille et les sections de justice de proximité. Mais aujourd'hui, le terme section pour la justice de proximité n'est plus valable puisque on parle de chambre conformément à la loi 3815. Et je répète encore une fois, bien réviser cette loi. On continue. Question numéro 2. Les sections de justice de proximité connaissent 1. Les affaires de statut personnel, les actions personnelles immobilières qui n'excèdent pas 5000 dirhams, les affaires immobilières. Toutes les réponses sont fausses. C'est bien, la bonne réponse ici, c'est, il y a une seule bonne réponse, c'est les actions personnelles et immobilières qui n'excèdent pas 5000 dirhams. Donc on peut dire que les sections de justice de proximité ne connaissent pas les affaires relatives au statut personnel puisqu'ils sont de la compétence du tribunal de première instance. Ils ne connaissent pas également les affaires immobilières qui sont de la compétence du même tribunal, le tribunal de première instance, non pas la section, précisément la section de justice de proximité qui est prévue par la loi 42-10. La justification ici, c'est l'article 10 de la loi 42-10 qui dispose que le juge de proximité est compétent pour connaître les actions personnelles, les actions immobilières qui n'excèdent pas 5000 dirhams. Il est compétent également au niveau pénal pour juger les contraventions qui sont inférieures à 1200 dirhams d'amende qui ont été commises par des personnes majeures. En fait, l'idée ici, c'est ça, c'est que la justice de proximité ne peut pas connaître les affaires immobilières, les affaires d'expulsion, les affaires réelles, les affaires sociales, ni les affaires de statut personnel, tout ce qui concerne la famille, divorce et tout. Ça, c'est de la compétence c'est exclusivement de la compétence du tribunal de première instance. On part maintenant à la question numéro 3. Le pourvoi en cassation est suspensif dans les affaires suivantes. A. Les affaires d'immatriculation. 2. Les affaires d'éviction. 3. Les affaires de fonds de commerce. 4. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, la bonne réponse ici, c'est 1. Les affaires d'immatriculation. On peut dire que, et ici je fais référence à un article très important dans le Code de procédure civile, à savoir l'article 361 qui dispose que le pourvoi en cassation est suspensif dans 3 situations.
en matière d'état, en matière d'immatriculation et en matière de faux incidents. Donc, c'est l'idée. C'est l'article 361 du Code de procédure civile, un article super important parce que vous devez savoir que l'appel est suspensif alors que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en principe. Il ne sera suspensif de l'exécution de la décision rendue en dernier ressort que dans les trois situations suivantes, en matière d'état, en matière d'immatriculation et en matière de faux incident. Le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce en ce qui concerne l'exception d'incompétence en raison de la matière est de 10 jours, 15 jours, 30 jours. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, la bonne réponse ici, c'est 10 jours. Et cela, on s'est basé sur l'article 8 de la loi C-3/95. Vous devez savoir que le délai d'appel en principe en matière commerciale, c'est de 15 jours, mais pour l'appel concernant l'exception d'incompétence en raison de la matière, je fais référence ici l'exception d'incompétence matérielle, d'attribution. Donc ici, le délai, c'est 10 jours, non pas 15 jours. On passe maintenant à la question numéro 5. La procédure est orale dans les affaires commerciales, les affaires immobilières, les affaires sociales. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, ici, on peut dire que la procédure est orale uniquement, parmi les propositions ici, c'est uniquement en matière des affaires sociales. Donc, c'est la bonne réponse. Et cela conformément à l'article 45 du Code de procédure civile qui nous dit que, en principe, la procédure civile, la procédure devant les juridictions civiles est écrite. Elle n'est orale que dans les situations prévues dans cet article, l'article 45, à savoir en matière des affaires sociales, les affaires que connaît le tribunal de première instance en dernier ressort, les affaires également qui concernent le divorce sous contrôle judiciaire et le divorce judiciaire et la pension alimentaire, les affaires d'état civil, ainsi que les affaires concernant le paiement et la révision des loyers. Dans toutes ces situations, la procédure est orale. Question numéro 6. Les voies de recours extraordinaires sont l'opposition, la tierce opposition, le pourvoi en cassation. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien ici c'est facile. Les voies de recours extraordinaires, c'est la tierce opposition et le pourvoi en cassation. C'est des voies de recours qui ne sont pas ouvertes à tout le monde. Ils ne sont ouvertes que dans des situations. Ils ne sont pas ouvertes dans n'importe quelle situation. Elles sont ouvertes que dans les situations précisées par la loi. Elles sont extraordinaires. Et c'est la tierce opposition et le pourvoi en cassation. Donc ici, les voies de recours ordinaires, c'est l'appel et l'opposition. Et les voies de recours extraordinaires, il y a la tierce opposition, le pourvoi en cassation et la rétractation. On passe à la question numéro 10. Le délai de l'opposition est de 15 jours, 10 jours, 1 mois. Toutes les réponses sont fausses. Ben ici, conformément à l'article 130 du Code de procédure civile, le délai pour faire une opposition, c'est 10 jours. 10 jours à compter de la notification du jugement qu'on compte, ou de la décision de justice qu'on compte attaquer en opposition. Donc le délai, c'est 10 jours, conformément à l'article 130 du Code de procédure civile. On part maintenant à la question numéro 8. Essayez de bien réviser les articles que je suis en train de vous citer ici dans les réponses. Donc, votre rôle maintenant, à travers cette vidéo, c'est de ne pas uniquement savoir la réponse, mais de bien réviser les articles concernant ces questions, puisqu'il se peut qu'il y ait des questions similaires, des questions autour du même contexte que ces articles-là. On part maintenant à la question numéro 8. L'appel incident est interjeté devant le tribunal de première instance qui a rendu le jugement objet de l'appel, devant la cour d'appel, devant la cour de cassation. Toutes les réponses sont fausses. Donc tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que l'appel incident. Donc il y a trois types d'appels, on peut dire. Il y a l'appel principal, l'appel incident et l'appel provoqué par l'appel principal. Donc là, il faut comprendre tout d'abord ce que c'est que l'appel incident. Donc l'appel incident, c'est lorsque c'est un appel qu'on va faire après l'appel principal. Donc, imaginez avec moi Monsieur A, Monsieur B, Monsieur A demandeur, Monsieur B défendeur. Et Monsieur A, il y a eu un jugement en faveur de Monsieur A dans une partie et en faveur de Monsieur B dans une partie. Et ici, on peut dire que tous les deux peuvent faire appel. Si Monsieur A fait appel en premier lieu, son appel sera considéré comme un appel principal. Si Monsieur B fait appel suite à l'appel de Monsieur A, eh bien ici, son appel sera considéré comme un appel incident.
Et ici, devant quelle juridiction l'appel incident doit se faire? Eh bien, devant la cour d'appel. La bonne réponse ici, c'est la cour d'appel. Mais devant quelle juridiction l'appel principal doit se faire? Eh bien, il doit se faire devant le tribunal de première instance qui a rendu le jugement objet de l'appel. Parce que l'appel incident, c'est un appel formé en réaction à l'appel principal. Ici, c'est une question un peu piège puisque beaucoup d'étudiants vont cocher leur première réponse devant le tribunal de première instance qui a rendu le jugement objet d'appel, alors que non, l'appel incident, faites attention, on le fait devant la cour d'appel. On part à la question numéro 9. Les jugements qui peuvent être attaqués par voie d'opposition sont les jugements rendus par défaut suite à une opposition, les ordonnances sur référé, les jugements par défaut, toutes les réponses sont fausses. Eh bien, la bonne réponse ici, c'est uniquement les jugements par défaut. Tout simplement parce que les jugements qui sont rendus suite à une opposition ne peuvent pas être susceptibles d'opposition, puisqu'on ne peut pas faire opposition deux fois. Si jamais j'ai fait une opposition concernant un jugement, je ne peux pas la faire une seconde fois. Et les ordonnances sur référé également, c'est impossible conformément à l'article 153 du Code de procédure civile. Et les jugements par défaut, le jugement par défaut, c'est une condition de l'opposition. Parmi les conditions, il faut que le jugement soit par défaut, il faut également qu'il s'agisse d'un jugement qui n'est plus susceptible d'appel, qui n'est pas susceptible d'appel. Tout cela, ces deux points sont les conditions pour faire opposition. Donc on va cocher ici 3. La bonne réponse c'est 3. Les jugements rendus par défaut. Voilà. Et ici, je vous invite à analyser les articles 133 et 153 du Code de procédure civile. On part à la question numéro 10. La Cour de cassation est une juridiction de fait, est une juridiction de droit, est une juridiction de fait et de droit. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien ici, le principe, c'est que la Cour de cassation, c'est une juridiction de droit, c'est connu. Ce n'est pas une juridiction de fait. La Cour de cassation n'est pas une juridiction de troisième degré. Donc on peut dire que le tribunal de première instance est une juridiction de premier degré, la Cour d'appel est une juridiction de deuxième degré, mais la Cour de cassation n'est pas une juridiction de troisième degré, c'est plus une juridiction de droit. Son rôle, c'est de voir si le droit a été appliqué, si la loi a été appliquée, de vérifier l'application de la loi par les juridictions inférieures et par la juridiction qui a statué en dernier ressort. Donc ici, on va cocher le principe. Le principe, c'est que la Cour de cassation est une juridiction de droit. Donc la bonne réponse ici, c'est de juridiction de droit. Question numéro 11. Si le défendeur régulièrement convoqué en personne ne comparaît pas, il est statué par jugement contradictoire, par défaut, par jugement réputé contradictoire. Toutes les réponses sont fausses. Donc ici, lorsque le défendeur a été régulièrement convoqué à personne, puisqu'il y a la convocation à personne et la convocation à domicile. Lorsque je te dis que le défendeur a été convoqué à personne pour assister à l'audience, on s'attend la convocation lui-même à personne. Donc, la convocation à personne. Et il n'a pas comparu, il s'est absenté, il n'est pas venu. Donc ici, est-ce que le jugement sera considéré comme un jugement contradictoire, ou là, est-ce que le jugement sera considéré comme un jugement par défaut, ou est-ce que le jugement sera considéré comme un jugement réputé contradictoire, et bien, conformément à l'article 47 du Code de procédure civile, si jamais le défendeur a été convoqué à personne et qu'il ne comparaît pas, eh bien, en principe, le jugement rendu sera considéré comme un jugement réputé contradictoire. Et là, si jamais il y a eu les conditions éventuelles pour faire une opposition, il m'a dit qu'il y ait l'opposition parce que ما كانش يمكن ليه يدير ابل في الحال ما كانش يدير ابل يمكنش باقي يدير اوبوزيسيون بوركوا باسكو الحكم بمثابه حضوري سي كوم سي نعتبروا ان ذاك الحكم بحال هو حضر ليه يعني ما تعتبرش حكم غيابي دونك لو جوجمون sera considéré réputé contradictoire. C'est l'article 47 du code de procédure civile, un article très important à bien réviser. Question numéro 12. Le lieu de notification à une société, c'est le domicile élu, le domicile de résidence, le siège social. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, la réponse, c'est le siège social. Tout ce qui est domicile réel, domicile élu, domicile de résidence, en fait, tout ce qui est domicile de résidence, domicile réel. Donc ça, c'est plus des choses qu'on utilise pour désigner les domiciles des personnes physiques. Parfois, on peut utiliser dans le contexte des personnes morales, mais ici, la réponse qui semble la plus juste, bien évidemment, c'est le siège social, et cela conformément à l'article 522 du Code de procédure civile. L'article 522 du Code de procédure civile. Question 13.
Le jugement qui n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire, c'est le jugement en premier ressort, le jugement passé en force de chose jugée, le jugement définitif. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, la bonne réponse, c'est le jugement passé en force de chose jugée. Donc, une décision de justice, lorsqu'elle a la force de la chose jugée, elle ne peut plus être susceptible de voie de recours ordinaire. Et c'est la bonne réponse ici. Donc, on peut dire que c'est de le jugement passé en force de chose jugée. Bien réviser la différence, il faut bien réviser la différence entre l'autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée. Je tenterai de faire une vidéo à travers laquelle je vais vous expliquer la différence entre ces deux notions, la force de la chose jugée et l'autorité de la chose jugée. Question 14. L'intervention est considérée parmi les demandes principales, les demandes incidentes, les demandes additionnelles. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien ici, on peut considérer l'intervention qui est une demande qui va être effectuée par un tiers et qui peut être une intervention forcée, comme ça peut être une intervention volontaire. On peut considérer l'intervention comme une demande incidente parce qu'elle se fait au cours de la procédure. Pourquoi on ne l'a pas qualifiée comme demande principale? Puisque l'intervention se fait généralement après les demandes principales. Pourquoi on ne la considère pas comme une demande additionnelle? Puisque la demande additionnelle est généralement faite au cours de la procédure, mais de la part du demandeur. Voilà, donc ici on parle de demande additionnelle. Mais l'intervention est faite par un tiers. C'est des demandes qui vont être effectuées par un tiers. Et on peut la considérer comme une demande incidente qui se fait au cours de la procédure. Voilà. Et parmi les demandes incidentes, donc on peut citer les demandes additionnelles qui sont des demandes incidentes faites par le demandeur, les demandes reconventionnelles qui sont des demandes incidentes en cours de la procédure faites par le défendeur et l'intervention en l'occurrence. Question numéro 15. Si le tribunal a statué sur une chose non demandée, le jugement est considéré comme une cause de recours en rétractation, de pourvoi en cassation, de recours de la tierce opposition. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien ici, la réponse, c'est que lorsque le tribunal statue sur une chose non demandée, c'est un motif de recours en rétractation, et cela conformément à l'article 402 du Code de procédure civile qui nous parle de ce recours, le recours en rétractation, et qui énumère les situations où on peut faire ce recours. Bien évidemment, lorsqu'il n'y a plus la possibilité de faire appel ni d'opposition, on peut faire un recours en rétractation, mais dans les situations limitées par le législateur, dans l'article 402 du Code de procédure civile. Et parmi ces situations, il y a la situation où lorsque le tribunal a statué sur une chose qui ne lui a pas été demandée. Et ici, j'aimerais vous donner une petite information. Lorsque le tribunal statue sur une chose qui ne lui a pas été demandée, plus exactement, lorsque le juge de proximité statue sur une chose qui ne lui a pas été demandée, c'est un motif pour faire un recours en annulation devant le président du tribunal. Parce que parfois, le juge de proximité fait aucune voie de recours. La voie de recours éventuelle qui est possible, c'est un recours en annulation. Et il y a 8 situations où on peut faire ce recours en annulation. Et parmi ces 8 situations où on peut faire le recours en annulation d'une décision du juge de proximité, c'est le cas où celui-ci statue sur une chose qui ne lui a pas été demandée. Mais là, dans cette question, c'est un autre contexte. On ne parle pas de juge de proximité, on parle en général. Et bien ici, c'est le recours en rétractation. Ce n'est pas un motif de cassation et ce n'est pas un motif de tierce opposition. Question 16. Question 16. Les décisions de justice sont susceptibles d'être exécutées pendant 10 ans, 15 ans, 30 ans. Toutes les réponses sont fausses. Ben, la bonne réponse, c'est 30 ans. Et cela conformément à l'article 428 du Code de procédure civile. Donc, conformément à l'article 428 du Code de procédure civile, le délai pour l'exécution, ou plutôt quand est-ce qu'on peut exécuter les décisions de justice, eh bien, on peut les exécuter dans un délai de 30 ans. Question 17. Le ministère public est tenu d'assister devant les juridictions civiles lorsqu'il agit comme partie principale, lorsqu'il agit comme partie jointe, lorsque l'affaire lui a été communiquée. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, la présence du ministère public est obligatoire, bien évidemment, lorsqu'il est partie principale. Sa présence n'est pas obligatoire lorsqu'il est partie jointe. Et il faut bien réviser ici l'article 10 du Code de procédure civile. Le ministère public peut parfois être considéré comme une partie principale à l'action, parfois il peut être considéré comme une partie jointe. Quand est-ce qu'il est considéré comme une partie jointe? C'est lorsqu'on lui communique le dossier, de l'affaire. Et il y a 8 situations prévues dans le Code de procédure civile dans lesquelles il est obligatoire de lui communiquer le dossier de l'affaire. Et là, il est considéré comme une partie jointe. Et celui-ci, lorsqu'il est une partie jointe, sa présence n'est pas obligatoire.
Par contre, lorsque le ministère public est considéré comme une partie principale, et bien là, sa présence est obligatoire. Donc ici, la bonne réponse, c'est lorsque le ministère public agit comme partie principale, il est tenu d'assister devant les juridictions civiles. Et ici, on peut dire c'est l'article 10 du Code de procédure civile. Question 18. Si le défendeur régulièrement convoqué en personne ne comparaît pas, le jugement rendu à son encontre est susceptible d'opposition, d'appel, de tierce opposition. Toutes les réponses sont fausses. Donc ici, c'est un peu similaire à la question qu'on vient de voir. Donc ici, le défendeur a été régulièrement convoqué à personne, mais il ne comparaît pas. Est-ce que le jugement rendu à son encontre est susceptible d'opposition? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jugement par défaut. Et pour faire la voie de recours de l'opposition, il faut que le jugement soit par défaut. Ici, le jugement est réputé contradictoire. Donc, il y a opposition. Il y a opposition. Deux, est-ce que s'il est susceptible d'appel? On peut dire que oui, il peut faire appel si jamais les conditions de l'appel sont remplies. Est-ce qu'il est susceptible de tierce opposition? Pas, et pas automatiquement, donc ce n'est pas automatique. Il faut que les conditions de la tierce opposition soient remplies. Et quatrièmement, toutes les réponses sont fausses. Donc ici, vu que le jugement est réputé contradictoire, il perd la possibilité de faire opposition, la tierce opposition également. Donc ici, on va dire que la possibilité ou les voies de recours qui sont possibles, c'est l'appel. La voie de recours possible, c'est l'appel. Donc la bonne réponse ici, c'est l'appel. Question 19. Parmi les affaires dont le législateur impose une communication au ministère public, les affaires commerciales, les affaires de faux, les affaires concernant le statut personnel, toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, je viens de vous parler de cet article dans la question 17. Donc, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il y a des situations, 8 situations dans lesquelles il faut communiquer le dossier au ministère public. Il faut communiquer l'affaire au ministère public. Et ici, lorsqu'on lui communique l'affaire, le ministère public est considéré comme une partie jointe. Il n'est plus considéré comme une partie principale et par conséquent, sa présence n'est pas obligatoire lors de l'audience. Voilà, donc la bonne réponse ici, c'est 2 et 3. Et je vous invite à bien maîtriser les 8 situations où il faut communiquer le dossier au ministère public, les affaires donc c'est généralement les affaires relatives à l'ordre public, les affaires concernant les incapables, les personnes présumées absentes, le règlement de juge, etc. Donc on part maintenant à la question 20. La compétence du juge de référé s'impose selon les conditions suivantes. L'urgence, sans avoir jugé le fond de l'affaire, de l'action immobilière, toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément à l'article 149 et 152 du Code de procédure civile, les conditions pour recourir au juge de référé, qui est le président du tribunal en l'occurrence, il faut qu'il s'agisse d'une situation d'urgence et il faut qu'il n'ait pas statué sur le fond de l'affaire. Donc l'action immobilière, ce n'est pas une condition pour voilà, donc le juge de référé ne va pas statuer sur l'action immobilière. Donc on va dire en cas d'urgence et en cas s'il ne statue pas, s'il n'a pas jugé le fond de l'affaire. Et ici, c'est les articles 149 et 152 du Code de procédure civile. Question 21. La procédure est écrite dans les affaires suivantes. Les affaires de pension alimentaire, les affaires immobilières, le contentieux de travail, toutes les réponses sont fausses. Donc on a déjà analysé cela dans une question précédente. La réponse se trouve dans l'article 45 du Code de procédure civile. Donc la procédure est écrite dans les affaires immobilières ici. Donc la bonne réponse c'est 2, les affaires immobilières, puisque dans les affaires de pension alimentaire, la procédure est orale. Dans les contentieux de travail, on fait référence ici, c'est-à-dire les affaires sociales, donc la procédure est orale. Question 22. Le serment décisoire est déféré en présence de l'adversaire, sans la présence de l'adversaire, après avoir convoqué l'adversaire, toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 85 du Code de procédure civile, pour faire un serment décisoire, eh bien, il faut qu'il y ait la présence de l'adversaire, ou il faut qu'on convoque l'adversaire. On le fait qu'après avoir convoqué l'adversaire. Donc, c'est ça, les conditions. La condition n'est pas sans la présence. Donc, sans la présence de l'adversaire, on ne va pas la cocher. Donc, qu'est-ce que c'est que le serment décisoire? Le serment décisoire, c'est un serment qui, imaginez avec moi, monsieur A est dans une action en justice contre monsieur P, a intenté une action en justice contre monsieur P. Et bien, si monsieur A peut demander à monsieur P de faire un serment, donc il va demander au juge de demander à monsieur P de faire un serment, qasam,
sur des faits spécifiques. Donc ici, on parle d'un serment décisoire. C'est lorsque monsieur A va demander au tribunal de demander à monsieur B donc ici, les conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait la présence de l'adversaire, c'est logique, et après il faut convoquer l'adversaire, en l'occurrence. Question 23. Les jugements concernés par l'exécution provisoire de droit sont les jugements rendus dans les affaires suivantes. Les affaires relatives aux accidents de circulation, les affaires faisant l'objet d'une procédure en référé, les affaires de pension alimentaire, toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément aux articles 153 et 179 du Code de procédure civile, les affaires concernées par l'exécution provisoire sont les affaires faisant l'objet d'une procédure de référé et les affaires concernant la pension alimentaire. On ne peut pas faire une exécution provisoire en matière d'accident de circulation. Question 24. Parmi les causes du pourvoi en cassation, la violation de la loi, le défaut de motivation, la violation d'une règle de procédure ayant causé un préjudice à l'une des parties. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, selon l'article 359 du Code de procédure civile, les 5 situations où on peut demander un pourvoi en cassation. Parmi les 5 situations, il y a la violation de la loi interne. Donc on va cocher la violation de la loi. Il y a également le défaut de motivation, le défaut le défaut de motivation, c'est également un motif qui peut nous permettre de saisir la Cour de cassation pour un pourvoi. Et il y a également la violation d'une règle de procédure à condition qu'elle ait causé un préjudice à l'une des parties. Également, l'incompétence territoriale et l'incompétence en la matière, comme il y a le cas d'excès de pouvoir lorsque le juge excède ses pouvoirs. Question 25. Afin de procéder à l'expertise, l'expert doit convoquer les parties sans leurs avocats, convoquer les parties avec leurs avocats, procéder à l'expertise en absence des parties. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, la réponse, conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, pour faire une expertise, il faut, sous peine de nullité de celle-ci, que l'expert convoque les parties et leurs mandataires. Mandataire, on fait référence ici à l'avocat, bien évidemment, à la personne qui représente en justice les parties, donc au mandataire. Donc la bonne réponse ici, c'est convoquer les parties avec leur avocat. À noter que l'expert doit dresser un rapport d'expertise, il ne doit se prononcer que sur les points techniques, il ne doit jamais se prononcer sur le droit. Donc, il se peut qu'il y ait des questions concernant l'expertise dans l'examen des barreaux. Il faut bien réviser l'expertise, je vous conseille de le faire. C'est un point que les profs et les personnes qui posent les examens aiment très bien. Donc, généralement, je remarque que que ce soit dans les examens de la magistrature, le QCM de la magistrature, que ce soit dans le QCM des barreaux, les autres QCM, il y a généralement des questions concernant l'expertise, donc bien réviser l'expertise. Question 26. La police judiciaire est placée dans les ressorts des cours d'appel sous l'autorité du. Donc si vous remarquez, toutes les questions qu'on vient de travailler maintenant, c'est des questions liées à la procédure civile. Et ça, c'est la première question qui sera liée à la procédure pénale. Donc est-ce qu'il y a un classement spécifique? Non, il n'y a pas de classement spécifique, mais c'est juste une petite remarque. Et on va également remarquer que on va travailler des questions concernant la procédure pénale, puis il y aura des questions concernant la procédure civile, puis il y aura des questions concernant l'organisation judiciaire, puis il y aura des questions concernant la procédure pénale également. Donc les étudiants بحال جيت تخربقوا في هذا الامتحان puisque كانوا بزاف ديال les questions procédure civile, procédure pénale, عاد des questions pour l'organisation judiciaire. Donc, il n'y a pas un classement spécifique. Il se peut que tu des questions de procédure civile, procédure pénale, mais je veux les procédures civiles. Donc, il faut faire attention. Donc, la question 26, la police judiciaire est placée dans le ressort de chaque, est placée dans chaque ressort des cours d'appel sous l'autorité du procureur général du roi et sous le contrôle de la chambre criminelle. Procureur général du roi est sous le contrôle de la chambre criminelle d'appel. Procureur général du roi est sous le contrôle de la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément à l'article 17 du Code de procédure pénale, la police judiciaire est placée dans chaque ressort des cours d'appel sous l'autorité du procureur général du roi et sous le contrôle de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, qu'il ne faut pas confondre avec la chambre des appels correctionnels, puisqu'il y a la chambre correctionnelle et il y a la chambre des appels correctionnels. Donc pourquoi le premier choix est faux? Il est faux parce qu'on parle de la chambre criminelle, ce n'est pas la chambre criminelle, elle n'a pas de compétence pour contrôler la police judiciaire. La chambre compétente pour contrôler la police judiciaire, c'est la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Et bien sûr, qui a l'autorité sur la police judiciaire? C'est le procureur général
de la cour d'appel, du ressort de la cour d'appel, tout simplement. On part maintenant à la question 27. La durée de la détention préventive dans les cas de délit est de 1 mois. Ainsi, le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour la même durée. De 2 mois. Ainsi, le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour la même durée. D'1 mois. Ainsi, le délai ne peut être prolongé plus que 2 fois pour la même durée. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, conformément à l'article 176 du Code de procédure pénale, le délai de la détention préventive en matière de délit, eh bien, c'est 1 mois et le délai ne peut être prolongé que 2 fois pour la même période. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse numéro 3. Donc, le délai est de 1 mois et il ne peut être prolongé que 2 fois pour la même période. Il ne faut pas confondre la détention préventive et la garde à vue. Donc, il faut faire attention. Question 28. La prescription des crimes est de 30 ans, 25 ans, 15 ans. Toutes les réponses sont fausses. Ça, c'est facile. On peut dire que la prescription des peines des crimes, c'est de 15 ans. Et cela conformément à l'article 649 du Code de procédure pénale. 649. Question 29. La durée de garde à vue pour les crimes et les délits sanctionnés par l'emprisonnement ne dépasse pas 48 heures sans prolongation, ne dépasse pas 48 heures. Ainsi, le délai peut être prolongé une seule fois pour la même durée, ne dépasse pas 48 heures. Ainsi, le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée de 24 heures. Et bien ici, la réponse, c'est la réponse numéro 3. Ne dépasse pas 48 heures et le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée de 24 heures. C'est le principe. Il y a des exceptions qui sont prévues dans l'article 66 du Code de procédure pénale. Donc le principe, c'est ça. Mais il y a des exceptions. On aura l'occasion d'analyser quelques-unes de ces exceptions dans les questions suivantes. Question 30. L'âge de majorité pénale se détermine à partir de 15 ans, de 14 ans, de 16 ans, de 20 ans. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, l'âge de la majorité pénale, c'est 18 ans. La bonne réponse ici, c'est toutes les réponses sont fausses. C'est 4, toutes les réponses sont fausses. Et cela conformément à l'article 548 du Code de procédure pénale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le législateur marocain, il a unifié l'âge de majorité dans tous les domaines, on peut dire. En matière, la majorité pénale, c'est 18 ans en matière pénale. La majorité matrimoniale pour se marier, c'est 18 ans. La majorité civile, donc c'est 18 ans également. Donc la majorité a été unifiée, c'est toujours 18 ans. Donc ici, bien évidemment, en matière pénale, c'est 18 ans. C'est pour cela qu'on va cocher toutes les réponses sont fausses. Question 31. Peuvent être récusés les juges du ministère public, les juges d'instruction, les juges du siège. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, les juges qui peuvent être récusés, c'est les juges d'instruction et les juges du siège. Les juges du ministère public ne peuvent pas faire l'objet d'une récusation, et cela conformément aux articles 91, 273 et 274 du Code de procédure pénale. Bien révisé, il faut bien réviser la procédure de récusation. Je vous conseille de bien réviser les situations, les conditions pour la récusation, la procédure de récusation. Il faut bien la maîtriser, bien la réviser. Je suis un peu sûr qu'il y aura des questions concernant la récusation lors de l'examen des barreaux et éventuellement l'examen de la magistrature. Question 32. Le délai du pourvoi en cassation contre les jugements, les décisions et les ordonnances rendues en dernier ressort est de 30 jours à compter de la date de l'émission de la décision faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, 15 jours à compter de la date de l'émission de la décision, 10 jours à compter de la date de l'émission de la décision. Toutes les réponses sont fausses. Ben ici, il y a une controverse par rapport à cette question, puisqu'on ne sait pas s'ils font référence au délai du pourvoi en cassation en matière civile ou en matière pénale. Donc ici, moi, à mon avis, on va considérer qu'ils font référence à la matière pénale. Parce que j'ai les questions pénales et les ordonnances, je crois qu'ils font référence aux ordonnances du juge d'instruction. Bien ici, euh, à mon avis, on va considérer que le délai du pourvoi en cassation contre les jugements, les décisions et les ordonnances rendues en dernier ressort, eh bien, on va considérer qu'on parle de la matière pénale et on va cocher la bonne réponse 10 jours à compter de la date de l'émission de la décision faisant l'objet d'un pourvoi en cassation. Et ici, c'est l'article 527 du Code de procédure pénale. Donc, on va se baser sur l'article 527 du Code de procédure pénale. On part à la question 33.
Question 33. Les juges chargés de l'instruction sont nommés au sein des tribunaux de première instance parmi les juges du siège, les juges du ministère public, les attachés de justice. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, les juges d'instruction sont jugés parmi les juges du siège et non pas les juges du ministère public. Et cela conformément à l'article 52 du Code de procédure pénale qui nous parle de la désignation des juges d'instruction. Donc, ils sont désignés parmi les juges du siège, tout simplement. Bonne réponse, c'est 1. Question 33. En cas de poursuite d'un mineur pour avoir commis un délit ou une contravention, l'action publique est exercée par le juge chargé des mineurs, la chambre délictuelle des mineurs, le procureur général du roi auprès de la cour d'appel. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, jamais l'action publique n'est exercée par un juge. Le juge chargé des mineurs, il va statuer sur l'action publique, il ne va pas l'exercer. La chambre délictuelle également. Le procureur général du roi auprès de la cour d'appel. Vu qu'on parle d'un délit, d'une contravention, eh bien, ça ne sera pas le cas. On va cocher ici, toutes les réponses sont fausses. La bonne réponse, c'est le procureur du roi. C'est le procureur du roi qui est chargé en principe de poursuivre un mineur qui a commis un délit ou une contravention, et cela conformément à l'article 463 du Code de procédure pénale. 463 du Code de procédure pénale qui dispose que c'est le procureur du roi qui est chargé de poursuivre en matière de délit ou de contravention qui ont été commis par un mineur. Question 35. Le renvoi pour cause de suspicion légitime est statué par la chambre criminelle de la Cour de cassation suite à une réquisition du ministre de la Justice, procureur général du roi auprès de la Cour d'appel, procureur général du roi près de la Cour de cassation. Toutes les réponses sont fausses. Donc, en ce qui concerne la suspicion légitime, lorsque le juge il est suspect d'avoir un intérêt direct sur l'affaire à l'égard de l'une des parties, donc la procédure de suspicion légitime elle est statuée par la chambre criminelle de la Cour de cassation suite à une demande de la part soit du procureur général du roi de la Cour d'appel ou du procureur général du roi de la Cour de cassation et non pas du ministre de la Justice. Donc la bonne réponse ici c'est 2 et 3. Donc les bonnes réponses ici c'est 2 et 3. Et la source c'est l'article 271 du Code de procédure pénale. Question 36. La compétence pour statuer sur les requêtes de réhabilitation est attribuée au ministre de la Justice, à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, au procureur général auprès de la Cour d'appel. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, en ce qui concerne la réhabilitation, conformément à l'article 699 du Code de procédure pénale, c'est qui va statuer sur les requêtes de réhabilitation, c'est la chambre correctionnelle de la Cour d'appel qui a la compétence pour statuer sur les requêtes de réhabilitation. Question 37. La durée de mise sous mesure de contrôle judiciaire est de 2 mois susceptibles d'être renouvelés 2 fois, 3 mois susceptibles d'être renouvelés 4 fois, 2 mois susceptibles d'être renouvelés 5 fois. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, conformément à l'article 160 du Code de procédure pénale, la durée de la mise sous contrôle judiciaire est de 2 mois susceptibles d'être renouvelés pendant 5 fois. Question 38. L'appel des ordonnances du juge d'instruction est formé devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, la chambre criminelle en premier ressort, la chambre criminelle d'appel. Toutes les réponses sont fausses. Ben ici, c'est clair, c'est la chambre correctionnelle de la cour d'appel. C'est elle qui est compétente pour les appels qu'on fait contre les ordonnances du juge d'instruction. Et cela, c'est conformément à l'article 231 du Code de procédure civile. Et il faut savoir ici que on peut faire appel à peu près contre toutes les ordonnances du juge d'instruction. L'ordonnance contre laquelle on ne peut pas faire appel, c'est lorsque celui-ci statue sur une expertise. Lorsqu'il statue, il fait une ordonnance pour effectuer une expertise. Là, on ne peut plus faire appel. Faites attention à ce point. Question 39. Le délai de garde à vue pour les crimes de la sûreté intérieure et extérieure de l'État est de 48 heures. Ainsi, le délai peut être prolongé une seule fois et pour la même durée. 24 heures. Ainsi, le délai peut être prolongé une seule fois et pour la même durée. 48 heures. Ainsi, le délai peut être prolongé une seule fois pour une durée de 24 heures. Toutes les réponses sont fausses. Ben là, ici, toutes les réponses sont fausses. Parce que, conformément à l'article 66 du Code de procédure pénale, c'est une exception. En ce qui concerne les crimes concernant la sécurité intérieure et la sûreté intérieure ou extérieure de l'État,
eh bien, le délai de la durée de garde à vue dans ce cas, c'est 96 heures, susceptible d'être prolongé une seule fois pour une durée de 96 heures. Donc, il faut faire attention à ce point et il faut bien réviser l'article 66 du Code de procédure pénale qui nous parle du principe et de l'exception en matière de terrorisme et en matière de sûreté intérieure ou extérieure de l'État. Bien réviser les délais de garde à vue. Question 40. La chambre criminelle d'appel des mineurs se compose de 3 conseillers, de 3 juges, outre un juge du ministère public, de 3 conseillers, outre un conseiller chargé des affaires des mineurs en tant que président. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, toutes les réponses sont fausses, puisque conformément à l'article 494 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel des mineurs est composée de 4 conseillers, outre un conseiller chargé des affaires des mineurs en tant que président. Question 41. La chambre correctionnelle se compose du premier président ou son suppléant et 4 conseillers outre la présence d'un représentant du ministère public, du premier président ou son suppléant et 2 conseillers outre la présence d'un représentant du ministère public, du premier président ou son suppléant et 3 conseillers outre la présence du représentant du ministère public. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, conformément à l'article 231 du Code de procédure pénale, la composition de la chambre correctionnelle, eh bien, elle contient un premier président ou bien son suppléant, 2 conseillers et la présence d'un représentant du ministère public. Donc voilà, c'est la bonne réponse conformément à l'article 231 du Code de procédure pénale. Question 42. La chambre correctionnelle se réunit suite à une demande de son président, du procureur général de la cour d'appel, du premier président de la cour d'appel. Toutes les réponses sont fausses. Donc ici, c'était une question controversée. Pourquoi? Parce que conformément à l'article 233 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle se réunit sur convocation de son président ou sur une demande du procureur général du roi auprès de la cour d'appel. Donc ici, il y a eu une controverse. Pourquoi? Parce que le terme qui a été utilisé en version française, c'est demande. Et le terme qui a été utilisé en version arabe, il fait allusion à la convocation. Il y a eu une controverse dans cette question. Est-ce qu'on va considérer qu'on parle uniquement ici d'une demande et ne citer que le procureur général du roi auprès de la cour d'appel, ou est-ce qu'il faut parler également de la personne qui est chargée de convoquer? Moi, si j'étais à votre place, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher les deux. Je vais cocher son président et le procureur général du roi auprès de la cour d'appel. Et la controverse aussi, c'est que le premier président de la cour d'appel, c'est le président de la chambre correctionnelle. Donc ici, il y a eu cette controverse. Donc est-ce qu'il faut cocher également le premier président de la cour d'appel ou pas? Je ne sais pas comment ils vont procéder à la correction, mais pour moi, conformément à l'article 233, je vais considérer le terme demande pas uniquement comme la personne qui demande et je ne vais pas faire la distinction entre les deux, je vais cocher les deux. Donc je vais cocher président et procureur général du roi près de la cour d'appel. Éventuellement, je peux également cocher premier président de la cour d'appel. On part maintenant à la question 43. La question 43. Et il faut vous rappeler qu'il suffit d'avoir 40 bonnes réponses. Si tu as 40 bonnes réponses, c'est suffisant pour que tu passes. Et pour que tu passes à l'épreuve orale. C'est-à-dire si tu as 40 bonnes réponses dans cette épreuve et que tu as 40 bonnes réponses dans l'autre épreuve et que tu as eu 80 sur 160, eh bien c'est suffisant pour passer à l'épreuve orale. Question 43. La requête introduite pour statuer sur les conflits de compétences est présentée par le ministère public, l'accusé, la partie civile. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 263 du Code de procédure pénale, la requête pour statuer sur les conflits de compétences peut être présentée par le ministère public, l'accusé et la partie civile. Question, donc la bonne réponse ici c'est 1, 2, 3. Question 44. Le délai du pourvoi en cassation contre les jugements par coutumance est de 30 jours à partir de la notification du jugement, 10 jours à partir de la non-recevabilité de l'opposition, 15 jours de la date de l'émission du jugement. Toutes les réponses sont fausses. Donc ici, on fait référence à 10 jours du jour de la non-recevabilité de l'opposition conformément à l'article 527 du Code de procédure pénale qui fait référence à la situation de la contumace. On part maintenant à la question 45. L'action publique est déclenchée à l'encontre du mineur par le procureur du roi, le procureur général du roi, la partie civile. Toutes les réponses sont fausses. Donc on peut dire que l'action publique est déclenchée
à l'encontre du mineur par le procureur du roi ou par le procureur général du roi, conformément à l'article 436 du Code de procédure pénale. Donc la bonne réponse ici, c'est 1 et 2. Question 46. La réhabilitation s'opère de plein droit en faveur du condamné à l'amende après l'expiration du délai de 1 an à compter du jour du paiement de l'amende, 1 an à compter du jour de l'expiration de la contrainte physique, 1 an à compter du jour de l'expiration de la durée de prescription. Toutes les réponses sont fausses. Donc la bonne réponse ici, c'est les 3 premiers choix, à savoir 1 an à compter du paiement de l'amende, ou du jour de l'expiration de la contrainte par corps, si on parle de la contrainte par corps, ou de l'expiration de la durée de prescription, et cela conformément à l'article 688 du Code de procédure pénale. 688 du Code de procédure pénale. Donc, question 47. La demande de réhabilitation judiciaire est statuée par le tribunal de première instance, la chambre correctionnelle, le procureur général du roi auprès de la cour d'appel. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 699 du Code de procédure pénale, cette demande de réhabilitation judiciaire est statuée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Question 48. La chambre criminelle est attachée à la qualification de l'infraction qui lui a été communiquée, doit donner la qualification légalement correcte aux faits qui lui ont été communiqués, doit remettre le dossier à la partie qui a porté l'accusation afin de requalifier les faits qui lui ont été communiqués. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, c'est logique, juste en suivant la logique, on peut dire que la chambre criminelle, qui est compétente pour connaître les crimes, voilà, qui est compétente pour connaître les crimes qui ont été commis dans le ressort de sa compétence, eh bien, elle doit donner la qualification légalement correcte aux faits qui lui ont été communiqués. Donc, elle n'est pas attachée à la qualification de l'infraction qui lui a été communiquée. Elle n'est pas censée suivre la qualification qui lui a été communiquée, par exemple, par le procureur du roi, mais elle peut requalifier les faits, elle peut requalifier l'infraction comme elle veut, conformément à la loi, bien évidemment, si tous les éléments de l'infraction sont réunis. Et cela conformément à l'article 442 du Code de procédure pénale. Donc la bonne réponse ici, c'est doit donner la qualification légalement correcte aux faits qui lui ont été communiqués. Question 49. Le témoin est convoqué par le tribunal par réquisition du ministère public, demande de l'accusé, d'office par le tribunal. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément à l'article 325 du Code de procédure pénale, le témoin est convoqué par le tribunal sur réquisition du ministère public, sur demande de l'accusé et également d'office par le tribunal. Donc on peut convoquer le témoin soit par la demande du ministère public, soit par la demande de l'accusé ou d'office par le tribunal, conformément à l'article 325 du Code de procédure pénale. Question 50. La procédure de contumace contre l'accusé est mise en œuvre si l'accusé n'a pas pu être saisi ou après avoir été saisi s'il s'est évadé, si l'accusé est en état de libération temporaire et ne répond pas à la convocation qui lui a été remise, en cas de présence de l'avocat de l'accusé qui ne se représente pas malgré la notification qui lui a été adressée. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, la procédure de contumace qui est prévue par l'article 443 du Code de procédure pénale, on peut dire qu'elle est mise en œuvre 1 et 2. Donc ici, si l'accusé n'a pas été saisi ou après avoir été saisi, s'il s'est évadé, et si l'accusé est en état de libération temporaire et qui ne répond pas à la convocation qui lui a été remise. Donc ici, c'est les deux situations où on peut mettre en œuvre la procédure de contumace. Question 51. D'obstention d'une seconde expédition en forme exécutoire d'un jugement est procédé par ordonnance du procureur du roi, un jugement, ordonnance du président du tribunal de première instance. Toutes les réponses sont fausses. Donc ça, c'est une question concernant la procédure civile. Et on peut dire qu'ici, pour obtenir une seconde copie en forme exécutoire d'un jugement, eh bien, il faut une ordonnance du président du tribunal de première instance, conformément à l'article 435 du Code de procédure civile. Donc, il faut une ordonnance de la part du président du tribunal de première instance. Question 52. Les décisions de la juridiction doivent être rendues à peine de nullité par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause, à une seule audience parmi les audiences, à l'audience de mise en délibéré du dossier. Toutes les réponses sont fausses.
Donc, conformément à l'article 297 du Code de procédure civile, les décisions de la juridiction doivent être rendues à peine de nullité par des juges ayant participé à toutes les audiences de la cause. Donc, c'est la bonne réponse conformément à l'article 297 du Code de procédure civile. Question 53. Les cours d'appel ont compétence en la matière des litiges des marchés publics, les litiges fiscaux, les actions judiciaires pour excès de pouvoir. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, on peut dire que toutes les réponses sont fausses puisque les litiges relatifs aux marchés publics, c'est de la compétence du tribunal administratif, les litiges fiscaux également, et les litiges, les recours pour excès de pouvoir, tous ces litiges-là sont de la compétence du tribunal administratif et non pas de la cour d'appel. Essayez dans les QCM de faire le raisonnement de l'élimination. Si celle-ci est de la compétence d'une autre juridiction, et bien toutes les réponses sont fausses. Il y a la même chose ici, donc les marchés publics, fiscaux et les recours pour excès de pouvoir, c'est de la compétence du tribunal administratif. Question 54. La compétence de statuer sur les demandes d'injonction de payer relève des attributions du président de la section de justice de proximité, président du tribunal de première instance, vice-président du tribunal de première instance. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 158 du Code de procédure civile, eh bien, c'est le président ou le vice-président, c'est eux qui peuvent statuer sur les procédures d'injonction de payer et non pas le président de la justice, de la section de la justice de proximité. Donc celui-ci ne pouvait pas, auparavant, lorsqu'on parlait de section, il ne pouvait pas statuer sur les demandes d'injonction de payer puisqu'il est limité par, comme on a dit, par les actions personnelles immobilières qui ne peuvent pas excéder 5000 dirhams. On continue. Et tout ce qui concerne l'injonction de payer, c'est le président du tribunal de première instance, également en matière commerciale, le président du tribunal de commerce. Ok, question 55. L'action judiciaire dont le juge fait partie est introduite devant le tribunal du ressort auquel appartient le juge, le tribunal désigné par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le tribunal désigné par la Cour de cassation. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 517 du Code de procédure civile, lorsque le juge fait partie d'une action en justice, eh bien, le tribunal qui sera compétent, c'est celui qui est désigné par le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. C'est l'article 517 du Code de procédure civile. Question 56. La procédure devant les tribunaux administratifs est écrite, orale dans quelques affaires déterminées par un texte de loi. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 3 de la loi 41-90 qui organise les tribunaux administratifs, la procédure devant le tribunal administratif est écrite, non pas orale. Donc la bonne réponse ici, c'est 1, écrite. Question 57. L'expert désigné par le tribunal peut être récusé soit d'office par le tribunal, soit par requête du demandeur, soit par une demande du défendeur. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 62 du Code de procédure civile, l'expert peut être récusé. Lorsqu'on parle de récusation, et ben c'est le demandeur ou le défendeur qui peut faire cette requête de récusation, conformément à l'article 62 du Code de procédure civile. Vous avez remarqué qu'ici, on a commencé à avoir des questions relatives à la procédure civile. Chinamil pénal, des questions de procédure pénale. Chinamil procédure civile, procédure pénale, j'ai d'abord les questions concernant la procédure civile. Donc, question 58. La saisie arrêt a lieu en vertu d'une reconnaissance de dette, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal accordée sur requête, en vertu d'un titre exécutoire. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, la saisie arrêt a lieu conformément à l'article 491 du Code de procédure civile. Elle a lieu en vertu d'une ordonnance du président du tribunal accordée sur requête et en vertu d'un titre exécutoire. C'est là où on peut parler d'une saisie arrêt conformément à l'article 491 du Code de procédure civile. Question 59. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de questions concernant la récusation. Et ici, comme vous remarquez avec moi, comme vous allez remarquer, la question 59, c'est la récusation également. On parle de la récusation également. Donc, la demande de récusation est communiquée au juge auquel elle a été adressée afin de formuler sa déclaration écrite en précisant l'admission ou le rejet de la récusation dans le délai de 10 jours, 15 jours, 1 mois. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, conformément à l'article 296 du Code de procédure civile,
eh bien, le délai, c'est de 10 jours. Lorsqu'on fait une demande, de récusation, eh bien, le juge et le tribunal va statuer dans le délai de 10 jours. Voilà, en précisant l'admission ou le rejet de la récusation. Question 60. La durée du mandat des magistrats élus au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est de 6 ans non renouvelables, 5 ans renouvelables, 4 ans renouvelables. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, toutes les réponses sont fausses, puisque conformément à l'article 14 de la loi 100.13, eh bien ici, la durée du mandat des magistrats élus dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est de 5 ans. La durée est de 5 ans non renouvelable. 5 ans non renouvelable. Donc c'est la durée des magistrats élus dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Question 61. Question 61. La durée du mandat des personnalités nommées par Sa Majesté le Roi au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conformément au dernier paragraphe de l'article 115 de la Constitution, est de 7 ans non renouvelables, 3 ans renouvelables, 4 ans renouvelables. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, ici, c'est 4 ans renouvelables, conformément à l'article 14 de la loi 113. Voilà, donc ici, conformément à l'article 115 de la Constitution, et bien ici, c'est 4 ans renouvelables. La bonne réponse, c'est le choix numéro 3. Question 62. Les organes de chaque barreau au Maroc sont l'Assemblée générale, le Conseil de l'ordre et le bâtonnier. Le Conseil de l'ordre et le bâtonnier. L'Assemblée générale et l'Association des barreaux au Maroc, toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, vous remarquez que c'était une surprise pour les étudiants. Les étudiants ne s'attendaient pas à ça. Les étudiants ne s'attendaient pas à des questions liées à la loi 2808 qui organise la profession des avocats. Parce que le qarar li kharj le wazir قال لهم في l'examen écrit ما غاديش يكون هاد la loi. قال لهم انهم les épreuves de QCM vont porter sur la procédure civile, la procédure pénale et sur des questions concernant le système judiciaire. Ils vont porter également sur l'organisation judiciaire, le droit civil, ils n'ont pas précisé que il y aura des questions concernant la loi 2808 l'épreuve écrite. C'était plus l'épreuve orale à يكونوا les questions. Ce qui fait les étudiants ما كانوش مراجعين هاد la loi 2808 وما ديروش نتوما les mêmes erreurs. حاولوا تراجعوا مزيان هاد la loi 2808 خصكم تكونوا مراجعينها مزيان. Donc voilà, parce que comme vous allez remarquer avec moi, plusieurs questions ont été posées autour de cette loi. Donc ici, la question 62, la bonne réponse, c'est que chaque barreau au Maroc est composé de les organes de chaque barreau au Maroc sont composés de l'Assemblée générale, le Conseil de l'ordre et le bâtonnier Naqib. Donc, et cela, c'est conformément à l'article 84 de la loi 2808. Question 62. Le bâtonnier est élu pour une durée de 5 ans, 3 ans, 4 ans. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 84 de la même loi, la loi 2808, le bâtonnier est élu pour une durée de 3 ans. Rappelez-vous de cette information. Le bâtonnier est élu pour une durée de 3 ans. Question 64. Le Conseil de l'ordre est élu pour une durée de 4 ans, 5 ans, 3 ans. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, c'est la même chose pour le Conseil de l'ordre. Il est élu pour une durée de 3 ans, conformément à l'article 84 de la loi 2808. Question 65. L'instance compétente pour intenter une poursuite disciplinaire contre un avocat, c'est le Conseil de l'ordre et le bâtonnier, le procureur général du roi. Toutes les réponses sont fausses. Donc lorsqu'on parle des poursuites disciplinaires, la personne qui est compétente pour intenter une poursuite disciplinaire, c'est le bâtonnier, conformément à l'article 67 de la loi 2808. Donc la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2, le choix numéro 2. Question 66. L'instance à qui revient le droit de présenter un recours contre la décision de classement prise dans le cadre de la procédure disciplinaire par le bâtonnier contre un avocat, c'est la partie lésée, le procureur du roi, le procureur général du roi. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 67 de la loi 2808, c'est le procureur général du roi. Donc la bonne réponse ici, c'est le choix numéro 3. Et vous allez remarquer avec moi que c'est purement des questions qu'il faut maîtriser à travers la loi. Il y a les réponses, ce qu'on a la loi,
Malheureusement pour les étudiants de la loi, c'était compliqué. Question 67. L'instance compétente en matière d'inspection judiciaire des tribunaux, c'est l'inspection générale du pouvoir chargé de la justice, le ministre de la justice, le président du ministère public. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, toutes les réponses sont fausses, puisque conformément à la loi 38-21, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est chargé de l'inspection judiciaire. Tandis que l'inspection administrative, c'est le ministère de la Justice qui est compétent pour faire cette inspection. Donc l'inspection judiciaire, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui est compétent pour la faire. Mais pour l'inspection administrative, c'est le ministère de la Justice. Donc ici, toutes les réponses sont fausses, tout simplement. Question 68. L'Assemblée générale des tribunaux de premier degré se compose de l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et les fonctionnaires exerçant au sein du tribunal, l'ensemble des magistrats du siège, du parquet et le bâtonnier, l'ensemble du magistrat du siège, du parquet et les responsables judiciaires. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, la réponse, conformément à la nouvelle loi, se trouve dans l'article 30 de la nouvelle loi, la loi 38-15, et je le répète encore une fois, bien maîtriser cette loi, il y aura beaucoup de questions concernant cette loi. Donc, c'est l'Assemblée générale des tribunaux de première instance, conformément à l'article 30, est composée de l'ensemble des magistrats du siège et du parquet. Par contre, dit que responsable judiciaire, il y a le piège. Responsable judiciaire, ou les magistrats, je crois que les magistrats, donc je crois pas que c'est quelque chose, c'est un piège. Donc on va cocher quand même la troisième réponse. Donc on va dire que c'est l'ensemble des magistrats du siège et du parquet. Faites attention à chaque fois que je vous donne une réponse, sur l'article, lisez l'article et analysez l'article et ses significations. On part maintenant à la question 69. Question 69. L'Assemblée générale de la Cour d'appel de commerce est présidée par le procureur général du roi auprès de la Cour d'appel de commerce, le premier président de la Cour d'appel de commerce, le premier président de la Cour d'appel de commerce et le procureur général de la dite Cour. Toutes les réponses sont fausses. On peut dire que l'Assemblée générale de la Cour d'appel de commerce est présidée logiquement par le premier président de la Cour d'appel de commerce, conformément à la loi 38-15. Question 70. Le procureur général du roi près de la Cour de cassation, en sa qualité de chef du ministère public, est subrogé au ministre de la Justice dans l'exercice des attributions dévolues à ce dernier relatives à l'autorité de supervision exercée sur le ministère public et ses magistrats, la gestion administrative du secrétariat du ministère public au sein des tribunaux, la saisie des mesures disciplinaires à l'encontre des magistrats du ministère public. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément à l'article 2 de la loi 33-17, on peut dire que le procureur général du roi auprès de la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public, est subrogé au ministère public dans les attributions relatives à l'autorité de supervision exercée sur le ministère public et ses magistrats. Donc ici, la bonne réponse, c'est le choix numéro 1. Et on peut dire que la gestion administrative est plus de la compétence du ministre de la Justice et les mesures disciplinaires sont plus de la compétence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et non pas du président du parquet. Donc le président du parquet n'a pas des compétences disciplinaires, mais c'est plus le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a ces compétences. Et il n'a pas de compétences administratives parce que c'est plus le ministère de la Justice qui a les compétences de la gestion administrative. Donc on peut dire c'est le rôle essentiel du président du ministère public, c'est la supervision exercée sur le ministère public et ses magistrats. Question 71. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire émet des avis détaillés sur toute question se rapportant à la justice, à son initiative ou à la demande de la Cour constitutionnelle, du Conseil national du droit de l'homme, du roi, du gouvernement ou du Parlement. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, conformément à l'article 113 de la Constitution, la bonne réponse c'est le choix numéro 3, c'est-à-dire le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il émet des avis détaillés sur toute question se rapportant au roi, au gouvernement et du roi, du gouvernement ou du Parlement. Voilà, c'est l'article 113 de la Constitution. Bien réviser la Constitution et bien réviser la partie où est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la partie où est le pouvoir judiciaire en général. Il faut bien réviser les articles qui de la Constitution concernant le pouvoir judiciaire. Bien les maîtriser. Question
72. Les décisions du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire relatives aux situations individuelles sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif, devant la Cour constitutionnelle, devant les juridictions ordinaires. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, on peut dire que toutes les réponses sont fausses conformément à l'article 114 de la Constitution. Voilà, donc toutes les réponses sont fausses. Question 73. Avant son inscription sur la liste des avocats stagiaires, l'avocat prête serment devant le président du tribunal de première instance, le premier président de la cour d'appel, le bâtonnier des avocats. Toutes les réponses sont fausses. Donc ici, la bonne réponse se trouve dans l'article 12 de la loi 2808. L'avocat stagiaire doit prêter serment devant le premier président de la cour d'appel. Donc la bonne réponse, c'est le choix numéro 2. Question 74. L'avocat a droit de plaider devant la Cour de cassation après 10 ans d'exercice, 12 ans d'exercice, 15 ans d'exercice. Toutes les réponses sont fausses. L'article 33 de la loi 2808, eh bien, selon cet article, l'avocat a droit de plaider devant la Cour de cassation, bien évidemment, après 15 ans d'exercice. Donc c'est là où il sera considéré comme un avocat reconnu devant la Cour de cassation, et c'est là où il peut plaider devant celle-ci. Question 76. L'avocat stagiaire a le droit de plaider devant les tribunaux de première instance, les cours d'appel, la cour de cassation. Toutes les réponses sont fausses. Et bien ici, c'est une question complémentaire de la question précédente. On peut dire que l'avocat stagiaire, du moment qu'il n'a pas 15 ans d'exercice, parce qu'il n'a pas 15 ans d'exercice, il ne peut plaider que devant les tribunaux de première instance, et après une année d'exercice, il ne peut plaider, c'est là où il peut plaider devant la cour d'appel. Donc on va dire ici, conformément à l'article 15, c'est les tribunaux, on va cocher les tribunaux de première instance et la cour d'appel. Question 77. Est élu bâtonnier l'avocat inscrit sur le tableau depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans? Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, conformément à l'article 86 de la loi 2808, le bâtonnier est élu lorsqu'il est inscrit sur le tableau pendant au moins 15 ans. Par la question 78, l'ordre des avocats est constitué près de la cour d'appel si le nombre des avocats installés dans son ressort atteint au moins 100 avocats, 200 avocats, 300 avocats. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 83 de la loi 2808, l'ordre des avocats est constitué auprès de la cour d'appel si le nombre des avocats installés dans son ressort atteint au moins 100 avocats. La bonne réponse, c'est 100 avocats. Il nous reste 2 questions pour terminer cette épreuve. Donc la question 79. Le bâtonnier participe au vote afin de prendre une décision disciplinaire contre l'avocat si le quorum n'est pas réalisé, en cas de l'unanimité des électeurs, en cas d'égalité des voix des membres participants. Toutes les réponses sont fausses. Et bien, conformément à l'article 66 de la loi 2808, le bâtonnier participe au vote afin de prendre une décision disciplinaire contre l'avocat en cas d'égalité des voix des membres participants. Si les voix des membres participants est à égalité, c'est là où le bâtonnier peut intervenir pour participer au vote. Mais en principe, il ne participe pas au vote d'une décision disciplinaire. Question 80. Le Conseil de l'ordre prononce l'omission de l'inscription au tableau d'office à la demande du procureur du roi, à la demande de l'intéressé entendu ou convoqué. Toutes les réponses sont fausses. Eh bien, conformément à l'article 76 de la loi 2808, la bonne réponse, c'est les 3 premiers choix, à savoir soit d'office, à la demande du procureur général du roi, à la demande de l'intéressé entendu ou convoqué. C'est là où le Conseil de l'ordre prononce l'omission de l'inscription au tableau. Donc c'était la correction de l'épreuve relative à la procédure civile, la procédure pénale et aux questions liées au système judiciaire. Je vais vous publier une autre vidéo concernant la correction de l'autre épreuve, la deuxième épreuve écrite, puisqu'il y a 2 épreuves écrites, une épreuve le matin et une épreuve l'après-midi. Donc, je vais vous publier la correction, Inch'Allah, ultérieurement de l'autre épreuve. J'espère que cette vidéo était utile. Vous pouvez trouver, si vous avez besoin de la correction, si vous voulez que je vous envoie la correction, vous pouvez nous envoyer un message sur la page Instagram du coin des juristes que vous allez trouver dans la description. Il abrite la correction, l'examen Kamel sous forme de PDF avec la correction. Donc vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un très bon courage à tous les participants et toutes les personnes qui vont participer à l'examen écrit, à l'examen écrit des barreaux. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile.
On se voit pour une prochaine vidéo et comme toujours, on va valider, on va réussir, on y croit.